Vous sentez l'air glacé de janvier 155 après Jésus-Christ s'infiltrer par les fenêtres à meneaux de la Villa Crassus sur les hauteurs du mont Palatin. Le parfum dansant de Syrie masque à peine l'odeur âcre de parchemin brûlé qui monte de l'atrium. Dans vos mains, une tablette de cire encore chaude révèle 12 noms gravés sous le titre « Épouse légitime », 12 femmes qui, 6 heures plus tôt, étaient encore des esclaves enchaînés dans les celliers souterrains de cette même demeure. Vous venez de découvrir le testament secret de Marcus Lucilius Crassus Minor, petit-fils du triumvir le plus riche de Rome, sénateur de 34 ans, qui transformait légalement ses esclaves en épouses multiples. Mais ce qui vous glace le sang, ce n'est pas cette polygamie déguisée, c'est la méthode, car Crassus Minor avait trouvé une faille dans la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, qui lui permettait de contourner toutes les lois morales de l'Empire sans perdre sa dignité patricienne. Cette histoire ne figure dans aucun manuel d'histoire romaine. Les chroniques officielles l'ont effacée. Seules les archives secrètes du Vatican, découvertes en 1892, révèlent comment un homme transforma le droit matrimonial romain en machine à exploiter la chair humaine. Comment il créa un harem légalisé sous les yeux du Sénat. Comment il accumula 2 millions de sesterces grâce à ses mariages d'affranchissement. Et surtout, comment cette perversion individuelle révèle les mécanismes les plus sombres du pouvoir patricien à Rome. Mais l'histoire de Crassus Minor commence bien avant ses 12 épouses. Elle commence avec une obsession. Détruire l'institution du mariage romain de l'intérieur, par vengeance contre une société qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. La Rome d'Antonin le Pieux rayonne sur un territoire de 4 millions de kilomètres carrés. L'Empire atteint son apogée territorial et économique. Dans les thermées de Caracalla, les citoyens débattent de philosophie stoïcienne. Les routes pavées transportent les marchandises des confins de l'Écosse aux sables de Nubie. Pourtant, dans cette société qui se croit civilisée, une élite corrompue exploite chaque faille légale pour assouvir ses pulsions les plus viles. Marcus Lucilius Crassus Minor hérite de 200 000 sesterces en 145 après JT, à l'âge de 25 ans. Une fortune considérable, mais pas exceptionnelle pour un descendant des Licinies Crassi. Son grand-père, Marcus Licinius Crassus, le triumvir, possédait plus de 100 millions de sesterces avant sa mort catastrophique contre les Partacaraires. Jan Crassus grandit donc dans l'ombre d'une gloire familiale impossible à égaler et d'une richesse perdue qu'il rêve de reconstituer. Sauf que Marcus Licinius Crassus Minor cache un secret de naissance qui empoisonne chaque jour de sa vie patricienne. Il est le fils illégitime d'un esclave grec affranchi et d'une cousine de la famille Crassus. Jamais officiellement reconnu, toujours toléré, mais méprisé, il porte le nom glorieux sans en avoir vraiment le sang. Cette bâtardise le ronge. Elle nourrit sa haine pathologique contre les conventions matrimoniales qui l'excluent des vraies alliances aristocratiques. Les registres du census de 150 après Jésus-Christ montrent comment Crassus Minor transforme cette frustration en obsession méthodique. Il étudie le droit romain avec acharnement, consultation après consultation chez les jurisconsultes les plus réputés. Gaius, le grand juriste de l'époque, devient son mentor involontaire. Dans leur correspondance privée, conservée aux archives vaticanes, Gaius avoue son admiration pour l'innovation juridique audacieuse de son élève, sans réaliser qu'il forme un monstre. Car Crassus Minor découvre l'article 47 de la Lex Iulia de Maritandi Ordinibus. Cette loi d'Auguste destinée à encourager les mariages légitimes et la natalité. L'article stipule qu'un citoyen peut affranchir une esclave et l'épouser le même jour sans perdre sa dignité, à condition que la cérémonie respecte scrupuleusement les formes légales ancestrales. Une disposition pensée pour quelques cas exceptionnels devient, dans l'esprit pervers de Crassus, un système d'exploitation sexuelle industrielle. Mais ce n'est que le début de son plan. Le 15 mars 153 après Jésus-Christ. Jour des Ides,
Crassus Minor organise sa première cérémonie d'affranchissement-mariage dans l'atrium de sa villa palatine. Vous assistez à cette mascarade depuis les colonnes de marbre de Carrare qui encadrent le compluvium. L'air résonne du tintement de chaînes qu'on brise et de formules juridiques qu'on récite. Claudia Pulchra, esclave germanique de 22 ans, acheté 8000 sesterces au marché aux esclaves du Vélabre. Devient libre à midi et épouse de sénateur à midi et 1 minute. Le processus révèle une précision diabolique. Crassus a étudié chaque détail légal avec son juriste Gaius Valerius Maximus. D'abord, l'affranchissement par la manumissio vindicta. Le lictor touche l'esclave de sa verge, Crassus prononce la formule « Unc hominem libero messe volo » et tourne l'esclave 3 fois vers l'Orient. Immédiatement après, sans quitter l'atrium, il proclame les fiançailles selon le rite des sponsalia. Échange d'anneaux en fer, bénédiction des auspices domestiques et signature du contrat dotal devant 7 témoins citoyens. Mais voici le génie pervers de Crassus. La dot que apporte Claudia Pulchra équivaut exactement à sa valeur d'esclave majorée de 50%, soit 12 000 sesterces. Or, cette dot fictive provient d'un péculium, les biens qu'elle possédait comme esclave, et qu'elle rachète symboliquement à son ancien maître, devenu époux. Un tour de passe-passe comptable qui enrichit Crassus tout en légalisant rétroactivement l'exploitation. Les tablettes de cire conservées à Pompéi détaillent ces transferts suspects. Chaque épouse possède soudain des biens considérables. Claudia Pulchra, une villa de 300 000 sesterces à Tibur. Servilia Prima, des terres en Campanie, rapportant 20 sesterces annuels. Livia Drusilla, un atelier de tissage employant 40 esclaves. Des fortunes qui apparaissent par magie dans les registres du aérarium et disparaissent aussitôt dans les comptes personnels de Crassus Minor. Ce système pyramidal fonctionne grâce à une complicité générale de l'aristocratie romaine. Car Crassus ne garde pas sa découverte pour lui. Il forme discrètement d'autres sénateurs à cette technique matrimoniale, moyennant 50 000 sesterces par consultation juridique. Les banquiers de la Subure témoignent plus tard que 12 familles patriciennes contrôlent ainsi indirectement le marché des affranchissements à Rome, transformant l'esclavage sexuel en institution matrimoniale respectable. Aelia Marcella, première épouse légitime de Crassus, observe cette mascarade avec une horreur grandissante. Fille du consul Marcus Aelius Verus, elle avait épousé Crassus en 148 après Jésus-Christ pour une alliance politique classique entre grandes familles. Son journal intime, découvert dans les ruines d'Herculanum en 1954, révèle comment elle découvre progressivement l'ampleur du scandale. « Mon époux ne collectionne pas les femmes par lubricité », écrit-elle, mais par haine méthodique contre notre ordre social. Il veut détruire l'institution du mariage de l'intérieur. Car les 12 épouses esclaves de Crassus doivent jouer différents rôles lors des banquets qu'il organise. L'épouse vertueuse, la courtisane experte, la mère dévouée, la fille innocente, la veuve en deuil, la prêtresse de Vénus. Cette mise en scène perverse révèle un esprit brillant, mais profondément perturbé, capable d'une tendresse manipulatrice suivi de cruauté calculée. Le médecin Galien, consulté secrètement par Aelia, diagnostique chez Crassus une mélancolie noire aggravée par l'hubris. Cette démesure qui pousse les hommes à défier les dieux. En 1555 après J, la fortune de Crassus Minor atteint 8 millions de sesterces. Ces mariages d'affaires rapportent plus que les meilleures spéculations immobilières. Mais cette prospérité cache un secret plus sombre encore, car derrière chaque union se dissimule un réseau de corruption qui remonte jusqu'aux plus hautes instances de l'Empire. Avant de découvrir comment Crassus Minor corrompait les magistrats pour protéger son système, et surtout avant de révéler le sort abominable réservé aux enfants nés de ces unions maudites, soutenez cette plongée dans l'histoire interdite. Laissez votre like maintenant et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Cela aide l'algorithme à pousser des contenus historiques moins romantisés, plus véridiques, vers ceux qui cherchent la vérité derrière les mythes dorés de l'Antiquité. Vous pénétrez maintenant dans les méandres du pouvoir romain, là où la corruption transforme l'injustice en jurisprudence.
Car Crassus Minor n'opère pas seul dans cette entreprise de perversion légale. Il bénéficie de la complicité active du collège des jurisconsultes, ces gardiens supposés du droit qui ferment délibérément les yeux sur ses abus, par déférence patricienne et corruption dorée. Marcus Antistus Labeo, préfet de la Praefectura Urbana, reçoit 100 000 sesterces en 154 après J pour ne pas instruire les plaintes déposées contre Crassus par les familles d'esclaves rachetés. Gaius Cassius Longinus, procurateur des eaux, empoche 75 000 sesterces pour oublier d'enregistrer les transferts de propriétés suspects. Même Sextus Pompeius Festus, grand pontife responsable du droit matrimonial sacré, accepte 150 000 sesterces pour valider rétroactivement les unions multiples, comme conformes aux traditions ancestrales. Cette corruption systémique révèle comment fonctionnait réellement le pouvoir à Rome. Derrière la façade marmoréenne des institutions républicaines survivait un clientélisme mafieux où l'argent achetait non seulement l'impunité, mais la transformation du crime en précédent légal. Crassus Minor ne violait pas la loi. Il l'achetait, la modelait, la pervertissait, avec la bénédiction de ceux qui étaient censés la défendre. Les registres de la Aerarium Sanctus, le trésor secret de l'Empire, montrent comment cette corruption remontait jusqu'à l'entourage immédiat d'Antonin le Pieux. Titus Aurelius Fulvus, cousin de l'empereur et préfet du prétoire, touchait une commission de 5% sur chaque mariage d'affranchissement validé dans l'Empire. Un système de franchisage du crime qui générait 2 millions de sesterces annuelles pour les caisses impériales officieuses. Mais c'est le sort des enfants nés de ces unions qui révèle la dimension la plus abominable du système Crassus. Car contrairement aux enfants d'union légitime, ceux des épouses esclaves ne bénéficiaient d'aucun statut juridique clair. Ils n'étaient ni esclaves, leur mère étant affranchie, ni citoyens, leurs parents n'étant pas mariés selon le droit strict. Cette ambiguïté légale les transformait en marchandises humaines parfaites. Tertia Claudia, fille de Claudia Pulchra, née en 154 après J, est vendue à l'âge de 8 ans comme compagne de jeu à la fille du consul Lucius Verus pour 15 000 sesterces. Marcus Servilius, fille de Servilia Prima, devient à 10 ans page personnelle de l'empereur Lucius Verus contre 25 000 sesterces et la promesse d'une charge de tribune. 34 enfants au total, vendus comme objets de luxe aux familles les plus riches de l'Empire. Cette traite des innocents révèle comment Crassus Minor avait industrialisé la reproduction humaine. Ces épouses esclaves n'étaient pas seulement des objets sexuels. Elles étaient des usines à enfants destinées au marché du luxe pédophile de l'aristocratie romaine. Chaque naissance rapportait entre 10 000 et 50 000 sesterces selon la beauté, l'intelligence et les talents précoces de l'enfant. Et c'est ici que presque personne ne prête attention. Les comptes secrets de Crassus, découverts dans une jarre murée de sa villa en 1923, révèlent qu'il tenait un registre généalogique précis de ses produits. Couleur des yeux, texture des cheveux, aptitude musicale, capacité mnémotechnique, tout était consigné dès la naissance pour optimiser la valeur marchande future. Un eugénisme commercial appliqué à l'espèce humaine avec la froideur d'un éleveur de chevaux. Elia Marcella découvre ce registre en fouillant les appartements privés de son époux en mai 156 après Jésus-Christ. Sa réaction, consignée dans son journal, révèle l'horreur d'une aristocrate confrontée à l'industrialisation du mal. J'ai épousé un homme. Je vis avec un marchand de chair qui transforme l'amour en comptabilité et la paternité en spéculation. Que les dieux me pardonnent, mais je dois agir avant qu'ils ne corrompent davantage notre ordre social. Car Elia Marcella prépare sa vengeance avec la méticulosité d'une stratège militaire. Fille de consul, elle possède ses propres réseaux d'influence et ses propres moyens financiers. Elle commence par racheter secrètement 6 des 12 épouses esclaves de son mari, les cachant dans une villa de sa famille à Praeneste. Puis, elle constitue un dossier d'accusation avec l'aide de Marcus Cornelius Fronto, avocat réputé et précepteur du futur empereur Marc Aurèle. Le 3 septembre 155 après J.
C. Jour de la fête de Vulcain, Aelia Marcella dépose officiellement une accusation d'adultère aggravé et de lèse-majesté devant le tribunal des centumvirs. L'accusation d'adultère vise les unions multiples illégales. Celle de lèse-majesté, plus grave, porte sur la corruption des magistrats impériaux et la traite d'enfants citoyens. Rome retient son souffle. Pour la première fois depuis des décennies, une femme de l'aristocratie attaque publiquement son époux devant les tribunaux. Pour la première fois, les mécanismes secrets du pouvoir patricien risquent d'être exposés en pleine lumière. Crassus Minor, acculé, va révéler l'ampleur véritable de son réseau de corruption. Et sa réaction va choquer l'Empire tout entier. Tenez-vous bien, parce que ce qui va suivre dépasse tout ce que vous pouvez imaginer sur la cruauté calculée de l'aristocratie romaine. Le procès s'ouvre le 15 octobre 156 après J. Dans la basilique Ilia, sous la présidence du prêteur urbain Lucius Nerva Traianus. Vous vous tenez parmi les 3000 spectateurs massés sur les gradins de marbre, respirant l'air électrique d'un scandale qui menace d'ébranler les fondements de l'Empire. Aelia Marcella, drapée dans sa stola de pourpre consulaire, fait face à son époux entouré de 12 avocats et de 40 témoins à décharge. Marcus Cornelius Fronto ouvre l'accusation avec une précision chirurgicale. Il présente les tablettes de cire, les registres généalogiques, les reçus de vente d'enfants, des correspondances avec les magistrats corrompus. Chaque pièce à conviction porte le sceau de Crassus Minor. Chaque témoignage d'épouse esclave confirme les détails du système. La défense s'effondre en 3 heures, mais c'est alors que Crassus Minor joue sa dernière carte, la plus diabolique de toutes. Il se lève, écarte ses avocats et révèle publiquement que son système bénéficie de la protection directe de l'empereur Antonin le Pieux. Plus encore, il affirme que l'empereur lui-même possède secrètement 12 épouses esclaves dans sa villa d'Aricia, selon le même procédé juridique. Le silence qui tombe sur la basilique dure exactement 47 secondes. Les greffiers l'ont chronométré. Puis éclate un tumulte que les chroniques comparent aux émeutes du cirque. Car Crassus Minor vient de commettre un sacrilège absolu, accuser l'empereur divinisé de partager ses perversions. Soit il dit la vérité et l'Empire sombre dans le scandale dynastique, soit il ment et il signe son arrêt de mort immédiat. Titus Aurelius Fulvius, préfet du prétoire, présent dans la basilique, fait un signe discret. 12 prétoriens en toge civile se déploient autour de Crassus Minor. Le message est clair. Un mot de plus et il mourra sur le champ, avant même le verdict. Crassus comprend. Il se rassoit et n'ouvre plus la bouche jusqu'à la fin du procès. Le lendemain, 16 octobre, les centumvirs rendent leur verdict par 89 voix contre 11. Marcus Licinius Crassus Minor est reconnu coupable de matrimonium multiplex illicitum et de peculatus, détournement de fonds publics. Peine confiscation totale des biens, exil perpétuel hors des frontières de l'Empire, et damnatio memoriae, effacement de son nom de tous les registres officiels. Mais la sentence cache une négociation secrète. Les archives impériales révèlent qu'Antonin le Pieux rachète discrètement la villa palatine de Crassus pour 800 000 sesterces, bien au-dessus de sa valeur réelle. En échange, Crassus accepte de mourir accidentellement lors de son voyage d'exil, emportant ses secrets dans la tombe. Le 3 novembre 156 après J, près de Brundisium, des brigands attaquent sa caravane. Crassus Minor périt dans l'embuscade avec ses 12 épouses esclaves et les historiens estiment que plus de 1000 enfants furent vendus selon cette méthode entre 140 et 156 après JC, générant près de 50 millions de sesterces de profits illégaux. Paradoxalement, le scandale Crassus provoque la plus importante réforme du droit matrimonial romain depuis Auguste. En 157 après JC, Antonin le Pieux promulgue la Lex Cornelia de Matrimonis, qui ferme définitivement la brèche légale exploitée par Crassus. Désormais, un citoyen ne peut plus épouser qu'une seule affranchie par décennie, et uniquement après enquête morale approfondie du collège pontifical. De plus, les enfants nés d'union d'affranchissement bénéficient automatiquement du statut de citoyen, les protégeant de toute forme d'esclavage déguisé. Aelia Marcella, héroïne malgré elle de cette révolution juridique, se retire dans ses terres de Campanie où elle fonde un collégium de veuves dédié à la défense des droits des femmes esclaves.
Cette association survit jusqu'à l'édit de Constantin sur l'esclavage en 320 après Jésus-Christ, inspirant les premières lois chrétiennes de protection de l'enfance. Mais l'héritage le plus troublant de l'affaire Crassus Minor réside ailleurs. Dans la découverte que les puissants ne se contentent pas d'exploiter les failles du système, ils les créent délibérément. Que derrière chaque loi morale se cache souvent le désir secret de la contourner. Que la corruption n'est pas un accident du pouvoir, mais son mode de fonctionnement normal quand personne ne regarde. Cette leçon traverse les siècles. Elle éclaire d'une lumière crue nos propres époques, où les élites continuent de transformer leurs vices privés en privilèges légaux, leurs perversions personnelles en droits acquis, leurs crimes intimes en jurisprudence respectée. L'affaire Crassus Minor nous rappelle que derrière chaque scandale révélé se cachent 10 réseaux qui prospèrent encore dans l'ombre. Car si Marcus Licinius Crassus Minor fut puni, c'est uniquement parce qu'il commit l'erreur de défier publiquement celui qui le protégeait. Sa véritable faute ne fut pas d'avoir perverti le droit matrimonial romain. Elle fut d'avoir menacé de révéler que l'empereur partageait ses goûts. Dans l'histoire du pouvoir, la discrétion vaut mieux que l'innocence, et le silence mieux que la justice. Aujourd'hui, les archéologues continuent de découvrir des tablettes de cire dans les villas romaines, des registres d'enfants au destin brisé, des correspondances qui révèlent d'autres réseaux, d'autres Crassus Minor, qui surent mieux garder leurs secrets. L'histoire interdite ne finit jamais de dévoiler ses abîmes. Cliquez maintenant sur la vidéo suivante pour découvrir comment l'empereur Marc Aurèle utilisa secrètement les méthodes de Crassus Minor pour financer ses campagnes danubiennes, une révélation qui va bouleverser votre vision du philosophe empereur. Et abonnez-vous à l'Histoire interdite pour ne manquer aucune révélation sur les zones d'ombre de l'Antiquité. Dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous nous regardez et quel personnage historique vous aimeriez voir désacralisé. L'histoire appartient à ceux qui osent regarder derrière les mythes dorés.